Votre 10e client, votre 100e client, votre 1000e client ne sont pas du tout les mêmes et ne viennent pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la courbe d'acquisition client dans l'innovation. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui, gros focus sur cette courbe d'acquisition et notamment les différentes typologies de clients que vous allez rencontrer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Alors ça, c'est tiré d'un livre, Crossing the Chasm, qui est vraiment un livre de référence en marketing de l'innovation. Et donc notamment, ce livre décrit cette différence, cette courbe qu'on rencontre quand on commence à pénétrer un marché et dans lequel on va vraiment différencier les typologies de clients au fur et à mesure des différentes étapes. Et notamment, il y a 5 types de clients que vous allez rencontrer, qu'on va venir détailler, qui vont être d'abord les innovateurs, ensuite les visionnaires, et ensuite on va retrouver les pragmatiques, les retardataires, et puis les très retardataires, ceux qui sont plutôt anti. Et on va d'abord se focuser sur qui est concerné par cette courbe, ce que ça implique, et ensuite on va aller vraiment mettre un focus sur chacune de ces 5 catégories pour aller voir qui sont ces personnes, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui au contraire leur fait peur et les empêche d'acquérir, et comment est-ce qu'on les trouve. Voilà, donc c'est parti. D'abord, à qui s'adresse cette courbe de l'acquisition? Alors cette courbe, elle s'adresse aux gens qui font de l'innovation. Et quand on dit innovation, il y a plusieurs types d'innovation. On va voir l'innovation continue, qui veut dire que je fais la même chose, mais en un peu différent. Je rajoute une feature, c'est quasiment pareil. Je fais une chaussure, mais en un peu mieux. Je fais une voiture, mais en un peu mieux. Alors, typiquement, si je prends l'exemple de la voiture, j'ai la voiture et puis d'un coup, j'ai fait une voiture avec une direction assistée. Donc c'est un peu mieux. Mais ça ne change rien, je conduis toujours de la même manière, je fais toujours mon plein au même endroit, je dois toujours acheter les mêmes ampoules pour remplacer mes... Voilà, c'est la même chose, ça change juste un tout petit peu. Et puis il va y avoir l'innovation de rupture dans la voiture. On va avoir la boîte de conduite automatique, donc il faut réapprendre la manière de conduire. En vrai, non, mais c'est ce qu'on imagine. Ou alors il va y avoir la voiture électrique, où il faut se poser des questions différentes sur les durées de trajet, la manière de le charger, ça pose d'autres questions. Et ça, c'est une grosse différence. Et effectivement, l'innovation continue, c'est facile d'acquisition, il n'y a pas vraiment de rupture, donc n'importe qui peut passer d'un produit à un autre assez facilement, et donc il n'y a pas vraiment de problématique forte. Par contre, dès que vous êtes dans l'innovation de rupture, il va y avoir vraiment un cycle d'acquisition client qui va être très sectionné, parce que ça demande un effort, et donc ce sont selon le niveau de développement de votre entreprise et son niveau de hype et combien c'est connu, combien l'innovation a été déjà acquise, ça va pas être les mêmes typologies de personnes qui vont accepter et qui vont être attirés par le produit, donc ça va pas être le même marketing que vous allez devoir mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ceux qui font l'innovation de rupture, donc qui proposent une expérience complètement différente et qui nécessite du coup un effort de la part des clients pour rentrer dedans. Typiquement, si je prends Epopia, on est dans l'innovation de rupture, on n'a aucun produit équivalent, on n'est pas un produit existant un peu mieux et avec la même user experience, on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau, donc quelqu'un qui doit rentrer dedans, il doit accepter le fait que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et donc, on va vraiment retrouver ce cycle avec les innovateurs, les visionnaires, les pragmatiques, les conservateurs et les traînards. Les retardataires, si on veut. Voilà, donc ça c'est d'abord à qui s'adresse cette courbe. Alors si vous êtes concerné par ce cycle-là, c'est parti, on va aller regarder en détail les 5 étages de cette courbe de l'acquisition. Alors les premières personnes que vous allez normalement vos 1, 2, 3, 4, 5, 10 premiers clients. Alors c'est une courbe qui s'adresse aussi bien en B2C qu'en B2B. Ça a été formalisé et pensé principalement pour le B2B. Donc les exemples typiquement que vous allez retrouver dans le bouquin Crossing the Chasm vont être en B2B. Il n'empêche que ça colle assez bien aussi en B2C et on va retrouver à peu près les mêmes problématiques. Donc que vous soyez en B2B ou en B2C, vous pouvez être concerné par cette courbe. Et donc la première tranche de clients qu'on va trouver, ça va être les enthousiastes de la technologie, les innovateurs, on va pouvoir les appeler aussi comme ça. Donc ça va être vos 1, 2, 3, 4, 5, 10 premiers clients qui vont venir à vous assez naturellement parce que vous proposez quelque chose de nouveau et qu'ils veulent voir tout ce qui est nouveau, ils veulent le comprendre. Alors on va souvent les décrire comme étant des géo-trouve-tout. C'est typiquement les gens qui ont un centre d'intérêt très fort pour la tech, qui aiment bien explorer, qui veulent tout comprendre, qui bidouillent, qui aiment démonter la radio pour comprendre comment elle fonctionne. Voilà, ça va être cette typologie de personnes-là. C'est des gens qui veulent explorer et tester toutes les nouvelles possibilités qui apparaissent et se faire leur propre avis dessus.
Ils ne veulent pas dépendre des avis des autres, c'est eux qui se font leur propre avis. Et donc, ils achètent. Ils achètent quand encore personne ne l'a acheté parce qu'ils veulent voir ce que c'est et voir comment ça fonctionne, ils veulent tout comprendre. Et donc, typiquement, même quand le produit est encore indécis, on ne sait pas s'il marche vraiment, personne ne l'a encore testé, ils sont prêts à aller l'acheter. Ils ne cherchent pas particulièrement à avoir une énorme plus-value, ils ne veulent pas avoir un retour sur investissement, ils ne cherchent pas les bénéfices. Eux, ils l'achètent pour voir comment ça fonctionne. Donc, si on a présenté le fait que c'était nouveau, hors norme, ils viennent. C'est naturel. Et puis, ils vont même d'ailleurs être plutôt apporteurs de propositions. Parce que comme ils l'ont bidouillé, ils le comprennent. Après, ils peuvent dire « Ah, mais ça peut s'améliorer. Ah, mais vous pouvez faire ça. Ah, mais vous pouvez faire ça. » En même temps, apporteurs d'amélioration, mais d'un niveau sur un point de vue très tech. Donc, en phase 2, ils veulent avoir comme interlocuteur des développeurs. Ils veulent avoir des gens qui ont la maîtrise technologique du produit qu'on leur a mis entre les mains. Vous ne mettez pas un service client lambda pour grand public en face des amoureux de la technologie. Eux, ils veulent savoir quel processeur vous avez utilisé et pourquoi est-ce que l'algorithme fait ça plutôt que ça. Ils vont vraiment poser des questions pointues. On peut aussi les décrire d'ailleurs comme étant les gardiens un peu du temple. En termes technologiques, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est les premiers qui vont venir et c'est eux qui vont un peu donner un go-no-go sur ce truc-là est intéressant ou ne l'est pas. Et donc, typiquement, d'ailleurs, c'est ceux qui vont ensuite faire des articles pour dire « Ah, alors j'ai vu ce machin-là, ça marche comme ça marche comme ça », qui vont discuter sur des forums avec d'autres amoureux de la technologie. Donc, c'est vraiment les premiers interlocuteurs. Niveau fidélité, 0. En fait, ils s'en moquent un peu de votre produit. Ce qu'ils veulent voir, c'est comment ça marche et comprendre ce que ça évoque et que ça leur donne d'autres idées pour aller encore plus loin. Mais l'utiliser au quotidien, c'est pas vraiment leur trip. Pourquoi pas, mais en vrai, dès qu'un nouveau truc sortira, ils voudront aller le tester. Donc en fait, ils passeront très vite au suivant. Ils veulent toujours aller voir la nouveauté. Par contre, le fait d'avoir eu qu'ils soient passés devant et qu'ils aient fait des articles et qu'ils en aient discuté et que ça soit documenté, ça va rassurer la tranche d'après qui va arriver, qui est la deuxième tranche, qui vont être plutôt vos 10 à 100 premiers clients si vous êtes en B2C, c'est naturellement moins en B2B, et donc qui vont être les early adopters. Les early adopters, c'est un peu le début, c'est l'essence qu'on met dans le moteur pour démarrer. C'est un peu le démarreur d'une voiture. Donc c'est typiquement des visionnaires. C'est des gens qui voient les choses avant qu'elles arrivent, qui voient tout de suite le bénéfice qu'on peut tirer d'une innovation. Donc eux, ils s'en moquent de savoir comment elle fonctionne, ils veulent savoir qu'est-ce qu'elle apporte et comment est-ce que ça peut leur servir. Et c'est en ce sens-là qu'on va parler vraiment de visionnaires parce qu'ils imaginent, ils fantasment, ils voient déjà tous les procédés, tout ce qu'on va pouvoir en faire et à quoi ça va pouvoir utile, comment on va l'utiliser. Ils sont vraiment dans le bénéfice direct et à long terme. Alors ça aussi des penchants un peu plus négatifs, c'est qu'ils fantasment beaucoup de choses et naturellement on est rarement dès le début à la hauteur de toutes les attentes de ce que va projeter un early adopter et donc en fait on ne va jamais réussir à atteindre son niveau d'exigence. Lui il va toujours vouloir voir plus loin et en fait c'est toujours assez long d'arriver au niveau de ce que lui il attend. Donc voilà, ça fait qu'il y a un déphasage qui peut être assez fort avec eux. Il n'empêche qu'ils veulent être les premiers à bénéficier du bénéfice. Ils imaginent facilement à quoi ça peut servir, donc ils projettent beaucoup de valeur sur un début d'innovation, même si ce n'est encore qu'un POC, même si c'est un MVP. Ils ont envie et ils aiment très vite beaucoup de choses. Et si le bénéfice est là, en plus, ils tolèrent tout à fait qu'il y ait des bugs, que ce soit pas encore mûr, qu'il y ait de l'incertitude, et ils vont avancer avec vous. Ils vont vous faire des retours, ils vont faire des feedbacks et ils vont l'utiliser. Et vos premiers utilisateurs qui vont vraiment faire du feedback, typiquement dans une boucle Lean, si on parle Lean Startup, comme on l'a déjà décrit dans une vidéo, c'est eux qui vont dans cette boucle-là, vont pouvoir vous dire « alors je l'ai utilisé mais ça a bugué à tel endroit, oui mais moi c'est plutôt telle feature que j'attends, voilà c'est comme ça que j'utilise et c'est là que ça me freine ». Ils vont vraiment parce que ils y projettent de la valeur et ils veulent que ça fonctionne. Donc ils voient que ça fonctionne pas, c'est pas grave, parce qu'ils voient où vous voulez aller, ils partagent votre vision et donc ils vous accompagnent et c'est un peu votre communauté de départ, mais une communauté vraiment qui peut devenir très forte. Ils achètent facilement, mais par contre, comme je l'ai dit, ils sont difficiles à combler, vu qu'ils sont un peu dans le fantasme, ils voient déjà ce que ça va devenir dans 10 ans, et ils aimeraient bien que ce soit 10 ans tout de suite, sauf que vous, les 10 ans, ça va mettre vraiment 10 ans à venir. Et puis derrière, par contre, ils sont peu fidèles, parce que dès qu'ils pourront imaginer un meilleur bénéfice ailleurs, ils partiront. Il n'empêche, en attendant que un concurrent arrive avec un meilleur bénéfice potentiel, ils vont s'investir sur vous, parce que vous pouvez donner vie à leur fantasme. Et donc ça, c'est hyper fort. Voilà, ça c'est l'early adopter, c'est la deuxième phase d'acquisition, dans votre courbe d'acquisition. Il n'empêche que ça reste encore une petite frange de votre marché. Ensuite seulement, on va commencer à s'attaquer à la partie importante du marché. On va appeler ça les pragmatiques. Ils cherchent un intérêt pratique. S'ils viennent chez vous, c'est parce qu'ils voient à quoi ça peut leur servir très clairement maintenant.
pas plus tard. Donc ils attendent naturellement d'avoir un produit qui fait ce qu'il a promis, qui le fait tout de suite, qui soit déjà sans bug, qui soit mûr. Donc c'est pour ça qu'on parle déjà d'early majority, parce que la majorité, la foule, elle vient sur un produit qui est mûr. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de bug. Ça, c'est pour les early adopters et les enthousiastes de la technologie. Eux, il faut que ce soit un produit qui soit déjà packagé, qui fonctionne vraiment bien. Ils apprécient pas la certitude, ils veulent un produit qui soit mûr. C'est typiquement pas des pionniers, c'est pas des bêta-testeurs. Ça, vous les trouvez avant, dans les phases d'avant. Et ils ont une aversion au risque. Et si jamais il y a un doute que ça puisse ne pas marcher, que ça puisse ne pas être mûr, que ça puisse être, ça fonctionnera mais bientôt, eh ben, ils attendront le bientôt. C'est pas pour eux. Eux, ils veulent pas de ça. Ils ressentent typiquement l'innovation comme une difficulté. C'est dur, l'innovation, souvent ça plante, on n'aime pas, ça demande un effort pour l'acquérir, il y a une résistance au changement. Donc du coup, ils sont pas fans de l'innovation. Donc il faut qu'elle vienne en étant déjà hyper rassurante. Ils attendent de voir d'ailleurs, avant de venir, si les premiers acheteurs sont toujours contents. Et pas ah, vous aimez, c'est cool. Non, non, ok, ça fait 1 an que vous l'avez acheté, vous l'utilisez toujours, ça marche toujours? Ok, maintenant je peux commencer à me poser la question. Donc vous voyez que le cycle pour les acquérir est beaucoup plus long parce qu'ils ont besoin d'être rassurés dans la durée. Et ils ont besoin pour ça donc de références, que d'autres gens l'aient acquis avant eux, des gens comme eux, qui n'acquièrent pas facilement et qui pourtant l'ont acquis et qui pourtant sont contents. Et c'est là toute la difficulté en fait de cette early majority, de ces pragmatiques, c'est qu'ils n'achèteront votre produit que quand les autres gens comme eux l'auront aussi acheté. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on acquiert les premiers? Alors ça, c'est toute la problématique de Crossing the Chasm. Donc c'est vraiment toute cette problématique de comment est-ce qu'on arrive à passer des early adopters à l'early majority. Cette early majority, c'est pas compliqué, c'est 1/3 de votre marché. Donc c'est un peu la phase qu'il ne faut pas louper si vous les avez. Ensuite, vous pouvez déclencher la late majority qui est l'autre tiers. Et le dernier tiers, ça va être ceux qui vont peut-être d'ailleurs jamais venir, et puis ceux qu'on a déjà vus avant, mais qui sont très minoritaires par rapport à cette foule qui est là et qui est là qu'est la croissance pour votre entreprise. Donc, ils veulent avoir un produit que leur voisin de palier a déjà acheté et en est déjà content depuis longtemps. Donc ils vont être très compliqués à convaincre et à rassurer. Pour ça, c'est typiquement les gens qui vont aller voir les commentaires négatifs sur Internet pour voir quels sont les problèmes et pour voir si c'est des problèmes qui les bloquent avant de venir. Typiquement, ils veulent voir quel est le niveau de douleur avant de se dire que ça puisse être pour eux. Ils veulent connaître l'entreprise, ils n'achètent pas une entreprise qui est encore dans un garage, il faut que ce soit une entreprise qui est pignon sur rue, qui soit visible, qui ait déjà un peu de visibilité et de confiance. Et ils veulent que ce soit compatible. Typiquement, si c'est un truc qui vient dans un écosystème de produits, ils n'achètent pas un produit où il faut racheter d'autres produits autour pour que ça marche. Non, ça c'est pas possible, c'est un truc d'early adopter. Eux, il faut que ça marche avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Il ne faut pas que ça leur remette en cause leurs habitudes. Ils achètent par contre sur le long terme. Ils sont durs à acquérir, il faut les rassurer, il faut que ce soit sûr. Par contre derrière, une fois que vous les avez acquis, c'est-à-dire que les autres, pour vous les prendre, ils doivent avoir ce même niveau de réassurance. Donc c'est beaucoup et c'est très long. Et si eux sont si longs à venir vers vous et à acquérir votre innovation, ça veut dire que parce que derrière, ils se marient en fait. Eux, ils viennent, ils s'engagent pour le long terme. C'est pour ça qu'ils sont durs à prendre. Mais par contre, une fois que vous les avez, vous les gardez et vous les gardez facilement parce qu'ils n'ont pas envie de changer en fait, ils veulent rester avec vous. C'est ça qui est fort. Donc c'est des gens qui sont fidèles et ça c'est là-dessus que vous allez construire vraiment une croissance d'entreprise, c'est sûr, c'est cette early majority, c'est pragmatique. Ils apprécient l'achat via un tiers de confiance. Donc encore une fois, c'est pas à travers les pairs qu'on va pouvoir les trouver, donc il va falloir trouver d'autres gens comme eux, réussir à les convaincre pour que les autres viennent. C'est vraiment du bouche à oreille qui va être la meilleure manière de les trouver et ça va être un cycle d'achat qui va être long. Mais encore une fois, c'est 1/3 de votre marché et c'est un tiers qui est nécessaire à acquérir pour aller trouver le deuxième tiers. Donc avoir les 2/3 de votre marché passe par là, donc il n'y a pas le choix. C'est la clé du succès. Le début, la vraie croissance d'une entreprise, c'est quand on trouve la early majority. Et la vraie croissance, c'est pas la petite croissance, c'est la croissance, c'est quand on devient multimillionnaire, c'est quand on atteint la early majority. Ok, on a atteint cette early majority, on est content. On a vraiment beaucoup de monde qui l'utilise. Il n'empêche qu'il y a encore la moitié du marché qui ne veut pas de nous. Et cette moitié du marché, ça s'appelle la late majority, ce sont les conservateurs. Les conservateurs, ils sont un peu comme la early majority, ils ont besoin d'avoir un intérêt pratique direct et clair. Il n'empêche que leur aversion à l'innovation et à la nouveauté est très forte. En fait, toute nouveauté est forcément un truc buggé, qui marche pas, qui va leur amener des problèmes. C'est une source d'ennui.
Donc ils n'en veulent pas. En fait, ils veulent pas de nouveauté. Ça les intéresse pas. Et donc ils s'intéresseront à votre produit quand ça ne sera plus une nouveauté. Mais alors, plus du tout une nouveauté. En gros, quand toute la early majority l'aura déjà acquise et que ça depuis 2 ans et que vraiment ce sera un truc qui sera rentré dans les mœurs. Ils achètent des standards, ils achètent des choses qui ont déjà été utilisées par tout le monde avant eux, qui sont des produits 100% mûrs, qui sont des produits qui viennent tout packagés avec déjà tous les services, le support, tous les produits qui vont ensemble, ils sont vendus avec, tout est en une fois. Typiquement, ils veulent avoir un frigo où vous le branchez, vous ouvrez, la lumière s'allume, c'est déjà froid. Ils veulent un produit, ils ont juste à le brancher et ça marche. Il ne faut pas qu'il y ait des choses à faire, donc il faut leur enlever toutes les frictions pour qu'ils puissent acquérir votre produit avec plaisir. Donc voilà, et d'ailleurs il faut même que le support soit accessible en bas de chez eux. Typiquement, quand vous voyez en bas de chez vous dans la rue des magasins qui s'ouvrent pour venir débugger les ordinateurs chez les gens, c'est la condition pour que la light majority commence à avoir des PC chez eux. Tant qu'il n'y avait pas des magasins avec pignon sur rue où on peut amener son ordinateur pour se le faire décoincer quand il est coincé, et ben la light majority ne pouvait pas avoir de PC chez eux. C'est typiquement le genre de niveau de service qui est attendu pour que la light majority et que les conservateurs viennent sur un produit. Donc ils n'achètent vraiment qu'un produit qui est déjà très largement démocratisé. Et donc comme il est démocratisé, et ben il est déjà largement rentabilisé, donc naturellement le prix décroît. Donc ils viennent sur un produit qui est déjà en fin de cycle de vie, donc qui coûte déjà beaucoup moins cher. Et c'est pour ça d'ailleurs pour le même prix on va pouvoir mettre du service avec. Par contre c'est des gens qui du coup comme ne veulent jamais changer, et quand ils changent c'est qu'en fait ils n'ont pas le choix, c'est que leur truc d'avant ne marchait plus, ils étaient obligés de changer, on fait plus ce qu'ils avaient avant, et donc ces gens-là quand vous les avez à vie. Donc c'est vraiment des ultra fidèles et ouais, il n'y a pas moyen de les faire abandonner, c'est de la famille. Donc voilà, c'est des gens qui sont très fidèles et qui ne voudront plus jamais partir. Par contre, il faut avoir conscience aussi que fidèles en termes de philosophie, ils viennent chez vous pour la raison complètement opposée à laquelle vous avez fait votre produit. Ils viennent très tard et ils viennent chez vous parce que c'est un truc qui est mûr, qui est déjà un standard, qui ne bougera plus jamais, que tout le monde utilise, alors que vous, au début, vous étiez motivé à faire autre chose parce que vous vouliez renverser le game, vous voulez amener de la nouveauté, vous voulez vraiment amener une plus-value, vous voulez avoir un truc agile et qui bouge et qui se construit. Et bah tout ça, eux, ils le veulent pas. Eux, ils viennent pour complètement l'inverse. Ils viennent pour un truc qui est sclérosé, vieux, qui ne bougera plus jamais et qui restera un standard à vie. Donc voilà, on est vraiment dans des philosophies très différentes. Il n'empêche que c'est un tiers du marché qui ne viendra qu'une fois que vous aurez épuisé le premier tiers de l'early majority. Et donc c'est la clé du succès à long terme de votre entreprise. C'est ce qui fait que votre entreprise sera indéboulonnable et que dans la durée, elle restera un succès. C'est ce qui fait que vous aurez, contrairement à beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises technologie, on parle de géants au pied d'argile. Voilà, si vous avez la late majority, vous n'avez pas un pied d'argile. C'est des gens qui ne repartiront jamais. Ils resteront là, fidèles au poste, et donc vous continuerez à faire des ventes. Si vous avez un modèle avec de la récurrence, si vous les vendez une fois, il continuera à l'utiliser en tout cas longtemps. Je ne sais pas si ça vous fait une belle jambe ou pas. En tout cas, s'ils tombent en panne, ils rachèteront le même, ils rachèteront le vôtre, ils ne voudront pas changer de modèle. Parce qu'ils ne veulent pas de nouveauté. Jamais de nouveauté. Et puis derrière la late majority, il vous reste encore une dernière bande, pas très intéressante, je vous en parle juste pour la forme, c'est les traînards. C'est des gens qui veulent juste, mais alors rien de nouveau, Ils répareront encore et encore, ils rachèteront le truc des années 50 s'ils peuvent, aussi longtemps que possible. Ils n'achètent que des produits qui sont éculés et qui sont déjà, ils les achètent sur des brocantes, quoi. Ils achètent un PC sur une brocante, parce que c'est un PC qui a 20 ans et que ça fait longtemps que tout le monde a un PC et que vraiment maintenant ils peuvent plus en avoir. Et en général, ils n'acquièrent même l'innovation qu'encapsulée dans un autre produit qu'ils ont déjà. Typiquement, la première fois qu'un microprocesseur rentrera chez eux, c'est parce qu'il y a maintenant de l'électronique dans leur voiture et qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc leur premier microprocesseur, il est venu avec la voiture, mais eux, ils achetaient une voiture, ils n'achetaient pas du tout un ordi. Parce que jamais ça leur viendrait à l'esprit d'acquérir un ordi. Donc c'est des traînards et vous ne voulez pas les avoir, c'est compliqué, c'est pas intéressant. Vous les aurez de manière indirecte en fin de cycle de vie de votre produit. Si je résume ça avec un exemple concret, prenons par exemple l'exemple de l'aspirateur robot. Voilà, l'aspirateur robot, c'est pratique, c'est rigolo. Voilà. Normalement, vous êtes jeune, vous êtes porteur de projet, vous aimez bien un peu ce genre de truc, ça vous fait rigoler l'aspirateur robot. Bon voilà, typiquement, vous, si vous portez un projet d'innovation, vous êtes typiquement en général dans les innovateurs ou les visionnaires, donc vous êtes un enthousiaste de la technologie ou vous êtes un early adopter, en tout cas vous aimez
faire bouger les lignes et les lignes qui bougent. Si vous êtes un fan de technologie, vous allez avoir découvert en ligne sur des forums de techos et des forums de bidouilleurs de « Hey, t'as vu machin, il a inventé un nouveau robot qui fait l'aspirateur tout seul. Regardez, j'ai les plans, j'ai vu l'algorithme, c'est machin qui travaille chez Truc qui m'en a parlé. » Et ça circule sur des réseaux, sur des forums qui sont encore en fond noir avec de l'écriture verte comme dans Matrix, où les gens s'échangent ça sur des forums vraiment de bidouilleurs qui sont très privés et personne ne le voit, le grand public le voit pas, et qui vont être les premiers à essayer d'acquérir un aspirateur robot pour pouvoir voir mais c'est quoi cette fameuse technologie nouvelle et comment ça marche et est-ce que ça fonctionne. Voilà, ça c'est les fans de technologie. Alors, les early adopters, ça va être les gens qui lisent les magazines. C'est ceux qui achètent dans les kiosques les magazines sur la technologie, les magazines sur la technologie, sur les ordinateurs, sur les softs, qui veulent savoir ce qui se passe, qui veulent être à la pointe des nouveautés et qui donc du coup vont aussi suivre les forums et les blogueurs de gens qui s'intéressent à tout ça et qui du coup vont découvrir les articles et vont se dire « Ah mais c'est trop bien, mais je veux être le premier à avoir un aspirateur robot chez moi, c'est pas possible que j'en ai pas, il faut que mes copains viennent chez moi et voient que moi j'ai un aspirateur robot qui fait l'aspirateur tout seul. » Voilà, ça c'est eux qui vont l'acheter. Typiquement ça peut être vous en général. Et ensuite on va voir la early majority. La early majority, elle va aller acheter cet aspirateur robot dans un magasin spécialisé. Typiquement, ils vont aller le chercher chez Boulanger, chez Darty, dans les magasins de technologie, mais qui sont déjà des magasins très grand public, qui viennent avec une garantie, qui viennent avec un service après-vente qui est fort, qui peut y avoir un installateur, qui peut y avoir tout ce qu'il faut, mais c'est des gens qui vont aller déjà le chercher à un endroit où c'est bien packagé, où déjà tout le monde l'achète, où il y a la marque de garantie de Darty dessus, ou du boulanger, ou de je ne sais qui d'autre, qui vient dire c'est bon, on l'a testé, ça marche, et vous pouvez nous le ramener s'il y a un problème. Donc voilà, c'est en bas de chez eux, c'est tranquille. Ça va être les early majority qui vont l'acheter là. Ça va être typiquement votre grand cousin qui a 15 ans de plus que vous et qui attend que ce soit en magasin pour aller chercher. Ensuite, vous avez la late majority. La late majority, un aspirateur robot qui marche tout seul. Ouais, quand même, c'est tendu que ce soit intéressant. Bon, la late majority, elle va venir le jour où ce sera chez Auchan, chez Cora, chez Franprix, chez Carrefour, chez Leclerc. Le jour où ce sera vraiment pour Madame Michu, donc au milieu du rayon d'électronique de base qui est dans un supermarché généraliste. Typiquement, vous ne trouvez pas d'aspirateur robot dans les supermarchés généralistes parce que c'est un produit qui ne pourra jamais atteindre la late majority parce qu'il faut s'en occuper, parce que s'il faut le bidouiller, parce que ça tombe en panne, parce que ça marche pas assez bien que ça demande de la pratique. Bref, c'est typiquement un produit qui déjà a du mal à passer en early majority et qui passera jamais en late majority. Ou alors il va falloir quand même qu'il fasse des bons technologiques encore pour être vraiment autonome. En tout cas, c'est des gens qui vont aller l'acheter le jour où ce sera en supermarché et en hypermarché. Pas avant. Ça peut être typiquement vos parents. Mes parents n'ont pas d'aspirateur robot, effectivement, ils l'auront pas tant que ce ne sera pas dans l'hypermarché auquel ils font leurs courses. Et ensuite viendra les traînards. Les traînards, donc c'est ceux qui achèteront un aspirateur robot sur une brocante quand de toute façon tout le monde aura déjà l'aspirateur robot version 25 000 qui parle et eux ils commenceront à prendre l'ancêtre et c'est typiquement vos grands-parents vos grands-parents qui encore aujourd'hui ne veulent pas de téléphone portable et ont toujours du mal avec un répondeur téléphonique, et ben c'est eux qui en fait n'acquéreront jamais un aspirateur robot, qu'on soit clair, mais qui pourraient un jour, s'ils se retrouvent dans un appartement qui est loué meublé et où il y a, bon, ça marche pas très bien dans cet exemple, mais où l'aspirateur robot fait partie des meubles, et ben du coup ils en auraient un par hasard, mais ils auraient jamais demandé à l'avoir et il est fort possible d'ailleurs qu'ils ne l'utilisent jamais. Voilà, ce sont des traînards et c'est pas pour eux du tout cette technologie. Et voilà, là on a fait un peu tout le cycle d'acquisition et par où on les trouve, par quel cycle, par quel morceau on les trouve et qu'est-ce qui les attire vraiment dans l'innovation à chaque fois. De toute façon, je compléterai cette vidéo donc par une vidéo qui vous expliquera aussi comment est-ce qu'on traverse le gros piège qui est effectivement de passer des early adopters à la early majority. Ça c'est là où se plantent la plupart des boîtes et donc on va regarder ça dans une future vidéo. En attendant, partagez cette vidéo autour de vous avec tous ceux qui essayent de faire de l'innovation et qui se demandent pourquoi est-ce que c'est difficile d'aller chercher leurs clients et pourquoi et comment est-ce qu'il faut leur parler parce que c'est pas la même chose qu'attendre chacun de ces typologies de clients. Voilà, donc partagez cette vidéo avec eux, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper la prochaine vidéo, notamment prochainement celle où je vous raconte comment est-ce qu'on arrive à toucher la early majority et puis bah allez voir toutes les autres vidéos sur la chaîne, c'est cool et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!